Je remercie Michel Lescure, professeur, alors on dit émérite, mais c'est un professeur émérite, c'est reste un professeur. Professeur à l'université de Paris-Nanterre, qui désormais s'appelle Paris-Ouest, non, c'est pas ça? Toujours Paris-Nanterre, voilà, Paris-Nanterre. Professeur d'histoire économique, est un historien donc tout à fait connu au niveau international, qui s'est intéressé à différentes questions sur l'histoire économique, l'histoire de nos économies européennes, des questions d'entreprise. Il fait partie de ce groupe d'historiens qui ont relancé dans les années 1970 l'histoire des entreprises à partir d'archives d'entreprises pour connaître comment fonctionne une entreprise dans notre monde. Il s'est intéressé bien sûr à l'histoire financière. Il n'y a pas d'entreprise sans finance. Il y a des liens quand même très étroits. Et sa particularité est de s'être intéressé à l'inscription territoriale des activités économiques. Et c'est sur ce sujet-là que nous lui avons demandé de penser à organiser et à modérer en même temps une table ronde. Un livre qui date déjà peut-être d'une vingtaine d'années, mais qui me semble bien témoigner de ses préoccupations, La mobilisation du territoire, les districts industriels en Europe, 18e, 20e siècle, édité par une maison d'édition qui dépend du ministère des Finances, qui est le Comité pour l'histoire économique et sociale de la France, en 2006. Voilà. Donc, je ne dirai pas toute la bibliographie de Michel Lescure, elle est très importante, et je pense que ça ne serait pas très utile aujourd'hui même. Mais je voudrais juste ajouter un tout petit mot. Pourquoi avons-nous programmé ce thème sur l'histoire des territoires à industrie diffuse? Alors, il y a différents mots, Michel nous l'expliquera. Ça me semble être un outil de réflexion très intéressant pour notre territoire, la Corrèze, et puis le territoire environnant. C'est parce que je pense que nous sommes tout à fait dans une situation d'industrie diffuse. Alors, il y a différents types de territoires, des territoires d'industrie diffuse denses ou moins denses. C'est une notion économique qui est déjà ancienne. Elle remonte au grand économiste britannique Alfred Marshall, qui, dans les années 1890, à l'université de Cambridge, où il était un des leaders, un des pionniers de l'économie moderne, de la science économique moderne, Marshall a lancé cette notion de district industriel. Elle a été reprise par des chercheurs italiens dans les années 70 pour essayer de penser la complexité de l'organisation économique italienne. Si je me résume très simplement, au nord, une zone de forte industrialisation qui remonte au 19e siècle, c'est le fameux triangle industriel italien, Turin, Milan, Gênes. Bon, ça c'est le cœur de l'industrie italienne et c'est un des cœurs de l'industrie européenne, nous le savons tous. Au sud, depuis l'industrialisation, une zone de faible industrialisation. Ce n'est plus le cas de nos jours, hein, mais au moment du miracle économique italien, une zone de faible industrialisation. Au milieu, ce que d'un côté des sociologues, comme Arnaldo Bagnasco, de l'autre côté des économistes, comme Giacomo Beccatini, ont proposé l'idée de troisième Italie. Une Italie à la fois industrielle, d'industrialisation très ancienne. Venise et Florence sont des hauts lieux de l'industrie médiévale. On l'a redit à plusieurs reprises durant ces tables rondes, mais selon des modèles qui ne sont pas du tout comparables au modèle de l'industrie du triangle industriel italien. Pas d'industrie lourde, etc. Je ne vais pas développer, ça sera bien développé, je pense, dans la table ronde. Et donc, c'est cet endroit où on a à la fois, je dirais, un fort tissu industriel, de PME extrêmement dynamiques, en expansion, en coordination et en concurrence entre elles, ça c'est à voir, hein, c'est des choses réalisées, et qui expliquent comment fonctionne un tissu industriel qui, à mon avis, est de plus en plus le nôtre, parce que si le grand modèle de la manufacture, de la grande usine persiste, hein, il n'est peut-être plus le modèle dominant de l'industrie qui se crée actuellement, qui est dynamique actuellement. Je pose des questions, je ne suis pas spécialiste d'histoire industrielle ou d'histoire économique, mais ce sont des questions qui m'intéressent et qui, je pense, nous intéressent ici en Corrèze. Et pour cela, je donne de suite la parole à Michel Lescure qui va modérer cette très belle table ronde que nous attendons avec un
patience. Merci Jean Boutier pour cette présentation et merci aussi. Oui, oui, oui. Et merci aussi surtout pour avoir organisé cette manifestation à cette troisième biennale qui est vraiment quelque chose de tout à fait important et de tout à fait passionnant. Donc merci aux organisateurs dans leur ensemble. J'ai un grand plaisir à être en Corrèze, puisque ce matin on a évoqué des souvenirs. Moi j'ai le souvenir aussi de Bort-les-Orgues, parce que j'ai vécu à Bort-les-Orgues, à l'époque où je suivais mon père qui était ingénieur à l'EDF et il équipait les barrages, tous les barrages de la Corrèze. Et donc, sans vivre dans tous les sites où il y a eu un barrage hydroélectrique, j'ai suivi mon père qui faisait les équipements électromécaniques de cette région. Donc un grand plaisir de revenir. Hein. Pardon. Donc un grand plaisir de me retrouver. Je peux comme ça. Merci. Alors, pour faire cette présentation aujourd'hui, on a eu pas mal de petits problèmes parce qu'on a eu pas mal de défections, de problèmes divers. Et donc, on a été amené à recomposer un petit peu à plusieurs fois le schéma de cette table ronde. Pour dire les choses, on va organiser la table ronde en deux temps. Deux temps qui me donnera lieu d'ailleurs à deux introductions de ma part. Un premier temps qui est un temps historique. Le temps historique, c'est que les districts, c'est une vieille histoire, et donc on va aborder cette histoire dans un premier temps avec deux interventions qui seront celles de Yvon Lamy, qui nous présentera le cas d'un territoire sidérurgie dans le Périgord au 18e, 19e. Yvon Lamy est un philosophe de formation, un sociologue de profession et un historien de cœur. Et c'est grâce avec toutes ces ressources qu'il peut mobiliser qu'il va nous présenter ce cas, lui-même ayant longtemps exercé à l'université de Limoges. On y reviendra. Limoges, c'est le centre d'un pôle de compétitivité, tels qu'ils ont été créés par Jean-Pierre Raffarin en 2004. On verra un petit peu le rôle de l'université de Limoges et de ses laboratoires dans ce centre de compétitivité de la céramique. Et ces recherches ont porté donc sur la sidérurgie, entre autres, ces recherches ont porté sur la sidérurgie installée en milieu rural. Et puis, dans cette première partie, je donnerai ensuite la parole à David Selletti, que je remercie d'être venu de si loin, dans des conditions pas toujours faciles, entre Paris et Venise, de trouver un train qui passe par Tulle et qui ramène à bon port, c'est-à-dire à Orly. Et donc, je le remercie. David Selletti est un enseignant-chercheur de l'université de Padoue. C'est un économiste dans une première étape de sa formation. Et j'ai vu qu'il avait en particulier travaillé dans ses recherches, dans ses diplômes sur l'économie de la finance et du crédit. Moi, je suis à peu près dans le même domaine. Je travaille beaucoup sur les problèmes de finance et de crédit. Et c'est dans le deuxième temps qu'il en est arrivé à faire l'histoire de l'économie, en s'intéressant en particulier à l'histoire des matières textiles végétales, puis à l'industrie rurale et aux problèmes de transition de ces industries rurales vers l'industrie. Et donc, je lui donnerai la parole dans le deuxième temps de cette première étape. Et puis, dans la deuxième temps, j'aborderai le problème le problème actuel des systèmes productifs locaux, de ces industries diffuses. Elles connaissent des difficultés, je les évoquerai en introduction, et elles ont suscité toute une série de politiques de la part de l'État, très tardivement d'ailleurs. L'aménagement du territoire qu'on a connu jusque dans les années 80, ça ne concernait pas beaucoup en fait les territoires. C'était plus la carte que le territoire qui l'on s'intéressait. Et à ce moment-là, donc, on aura l'occasion d'un échange avec un entrepreneur local que je remercie d'être venu parce que c'est pas facile de faire parler, de faire dialoguer les entrepreneurs avec des historiens ou des économistes. Et Monsieur Magne est lui-même responsable d'une entreprise, une entreprise familiale qui s'appelle Hérin Industrie
Et c'est donc à la 3e génération. C'est une firme qui connaît plusieurs sites, mais qui reste une PME, localisée essentiellement en Corrèze, mais pas seulement, et une entreprise innovante, et qui viendra donc évoquer avec nous le problème de la double relation. Qu'est-ce que les entreprises attendent de leur territoire et qu'est-ce que les territoires peuvent procurer aux entreprises? Est-ce que le dialogue entre les deux fonctionne? Est-ce que j'ai discuté tout à l'heure avec Pierre Lemaille m'a suggéré des choses tout à fait intéressantes. Donc, première partie, l'escure, introduction. L'industrie diffuse, c'est quoi? Les territoires de l'industrie diffuse. C'est pas facile à définir. On va faire des choses très simples, on va parler un peu d'économie, mais en utilisant les mots qui sont les plus consensuels. Territoire diffus, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire l'industrie qui n'est assimilée ni à des grandes entreprises, ni à des grandes villes. On dirait que c'est l'inverse du modèle. L'industrie diffuse, c'est plutôt, comme Jean l'a évoqué, des tissus marqués par des petites et moyennes entreprises dans des espaces ruraux ou semi-urbains. Alors une fois qu'on dit ça, on n'a rien dit, mais on fixe à peu près le cadre, même si tout à l'heure on pourra nuancer. Il peut y avoir des grandes entreprises, il peut y avoir des grandes villes, mais ce n'est pas ce qui caractérise. Lorsque on vient en train ou lorsqu'on se promène dans la région, on est entouré d'industries diffuses. Je ne suis pas sûr que Tulle soit une industrie diffuse, on va en parler, mais lorsque vous venez de Paris, vous passez à Argenton-sur-Creuse. À Argenton, vous ne voyez rien. Et pourtant, c'est un grand centre de la chemiserie. Lorsque vous baladez du côté de Thiers, ça se voit un petit peu mieux à Thiers, mais Thiers, c'est typique de l'industrie diffuse. Cholet, tous ces Oyonnax, Roanne, Troyes. Tout ça, ce sont des territoires de l'industrie diffuse, c'est-à-dire des territoires qui s'accommodent très bien donc de PME sans fortes agglomérations urbaines. Alors, ceci dit, quelles sont les caractéristiques de ces territoires? Jean a évoqué l'essentiel. Les caractéristiques, c'est... Alors, on va leur donner des noms différents parce qu'il y a plein de noms pour les désigner. En France, on appelle ça les systèmes de production localisés ou les systèmes productifs localisés, les SPL. C'est la Datar qui a donné ce nom. Si vous allez en Italie, on parle davantage de district italien. Si vous allez aux États-Unis, parce qu'il y en a aussi aux États-Unis, on parle de clusters. Il y a plein de termes. Moi, j'utilise les trois de façon complètement différente, alors qu'en sciences sociales, il y a beaucoup de nuances, beaucoup d'interprétations, beaucoup de variantes idéologiques aussi dans leur analyse. Moi, j'utilise les trois. Moi, je suis historien, et donc je prends tout ce qu'on me propose comme thème d'analyse et de réflexion. Quelles sont les caractéristiques de ces systèmes? On l'a dit, ce sont des agglomérations de firmes. Il faut beaucoup de firmes sur un territoire. Des agglomérations de firmes, petites et moyennes, mais il peut y avoir, je l'ai dit aussi, des grandes. Petites et moyennes, il peut y avoir aussi des grandes. L'essentiel, c'est qu'il y ait plusieurs types de firmes. Vous allez comprendre, parce que c'est l'agglomération de ces firmes qui fait économie, qui procure une ressource à l'ensemble. Deuxième caractéristique, ce sont des firmes spécialisées sur ce territoire, sur un même produit, ou sur un même métier, ou sur un même secteur. Pensez coutellerie. Si vous êtes en Angleterre, vous dites Sheffield. Si vous êtes en Allemagne, vous pensez Solingen. Si vous êtes en France, vous parlez Thiers. Enfin, on en parle moins maintenant, parce que c'est le problème que les districts ont une vie, un cycle de vie. Mais voilà, les territoires diffus sont associés à un métier ou à une activité qui leur est propre. Et par ailleurs, ces entreprises, donc agglomérées, spécialisées, elles fonctionnent selon une division du travail assez forte. Elles échangent beaucoup entre elles. Il y a un dense réseau de relations commerciales, mais pas seulement commerciales, qui fait qu'il y a une forme de proximité permanente entre les firmes. Toutes les firmes se connaissent. Toutes les firmes peuvent échanger de l'information, des produits. Et donc, ces relations d'échange, elles peuvent parfois donner naissance à des relations de coopération. Parce que parfois, quand on produit la même chose, dans le même territoire, on peut avoir intérêt à s'unir, ne serait-ce que pour acheter la matière première, ou pour créer des débouchés, pour créer des centres de formation, etc. C'est ça les caractéristiques des systèmes productifs localisés. Des agglomérations fortement identifiées,
parce que fondée sur des PME qui travaillent toutes dans le même secteur et pour des marchés et qui sont innovantes, bien sûr, ce sont des entreprises qui sont connues mondialement. Alors pourquoi parler de ces territoires? D'abord pour leur réussite, mais leur réussite, c'est pas aussi évident que ça. On les a découverts en Europe dans les années 1970-80. C'est une redécouverte. C'est une redécouverte qui tient à quoi? D'abord au succès de l'Italie, de cette troisième Italie. L'Italie, c'est pas les grands groupes du Nord, c'est pas Turin, Gênes, Milan, c'est cette Italie des PME autour de Florence, en Émilie-Romagne ou en Vénétie. Elles sont très fortement localisées. En Italie, elles ne sont pas partout. Mais c'est elle qui assure le succès de la troisième Italie, beaucoup plus que les grandes entreprises chandleriennes. Chandler, c'est un historien de la grande entreprise à l'américaine. Ce sont ces PME des districts qui font le succès de la troisième Italie, qui exportent les produits. Le Made in Italy, c'est Prato. C'est Prato, c'est 13 000 PME, des centaines de milliers d'ouvriers qui produisent pour les marchés internationaux et qui sont connus dans le monde entier. Et donc, il y a la découverte dans les années 70-80. Deuxième élément qui fait qu'on les redécouvre à ce moment-là, on est dans la crise du système fordiste. La grande crise des années 74-75, qui dure encore en partie de nos jours, c'est la crise d'un modèle de grande entreprise planifié sur des produits standards qui s'adressent à de vastes marchés. Ce modèle disparaît, il s'effondre dans les années 70. C'est la crise du modèle fordiste. Et il est remplacé par une organisation beaucoup plus flexible, face à une demande beaucoup plus variable, qui exige beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de réactivité, plus que de la planification. Et là, il y a même certains de nos collègues, Pierre et Sabel, deux sociologues américains, qui ont été tentés de voir dans ces territoires une sorte de réponse à la crise du modèle fordiste. Voilà, le nouveau mode de production, ça sera une production flexible, en petits ateliers, avec une main-d'œuvre qualifiée, etc. On ne va pas aller jusque-là. Nous, on se pose une question plus large. C'est que elles réussissent. Ces territoires, ils réussissent. Et pas seulement après la crise du Fordisme. Ils sont là. Et donc, il faut se poser vraiment la question de savoir quelles sont les sources du Fordisme, puisque j'ai appris hier, grâce à Madame Verna, que ça existe dès le XIVe siècle et qui sont performants sous la forme de la proto-industrialisation, dont on va reparler tout à l'heure avec Yvon, mais ils sont encore efficaces maintenant. C'est pas les mêmes. Ils ne sont pas toujours successful, mais ils ont un cycle de vie, mais qui fait qu'ils réapparaissent avec une efficacité qui est absolument donc redoutable. Donc voilà. Ce qui est évident à voir cette réussite, c'est que s'ils résistent, c'est qu'ils sont plus forts que la loi des rendements croissants en économie. Si on laisse faire la loi du marché, la loi des rendements croissants, on fait quelques très grandes entreprises qui produisent à bas prix pour le monde entier, et puis, le reste disparaît. C'est ça que ça veut dire. Alors, justement, la question que je pose, c'est pourquoi ils sont efficaces ? Et pourquoi est-ce efficace? Et c'est là-dessus que je vais terminer, mais en précisant bien les termes, parce que c'est au centre de toute une série de débats en sciences sociales. Il y a 3 sources d'efficacité possibles. 3 sources qui ont regroupé sous un seul chapeau les externalités. C'est tout simple, les externalités. C'est de dire que les PME de ces districts trouvent en externe des avantages que les grandes entreprises trouvent en interne. Les grandes entreprises fordistes, elles font des économies d'échelle internes. Les PME des territoires, elles font des économies externes. C'est quoi les économies externes? C'est 3 choses. Première chose, c'est ce qu'on appelle des économies d'agglomération. Lorsque vous mettez 100 firmes les unes à côté des autres, automatiquement, elles sont plus productives que si vous laissez ces 100 firmes isolées les unes des autres. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent se spécialiser. Et dès qu'on se spécialise, on devient beaucoup plus productif, on n'a pas à tout faire. 2, on a des fournisseurs, on connaît tous les fournisseurs sur la place. On les connaît, donc les coûts de transaction, ce qu'on appelle le coût de faire des contrats, c'est pas cher. On a tous les fournisseurs, on a toutes les industries complémentaires, tout est là. Il y a le marché de la main-d'œuvre, il n'y a pas besoin de faire venir la main-d'œuvre de milliers de kilomètres. Et donc la main-d'œuvre est là. Et donc, c'est ça, les économies externes d'agglomération. Ça, et chez les sociologues, les économistes, tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que les économistes standards s'arrêtent à ça. La nouvelle géographie économique, Krugman, prix Nobel, s'arrête généralement à ça, parce que c'est ceux qui peuvent modéliser les économies d'agglomération, ça se traduit par des prix.
Ça a des mécanismes pécuniaires. Lorsque vous avez une main-d'œuvre qui afflue, les salaires, ça va peut-être baisser. Mais ça va peut-être aussi augmenter le prix des terrains. Enfin, on peut mesurer tout ça. Mais tout le monde est d'accord, les économies d'agglomération, ça existe et c'est très fort. Deuxième type d'économie, c'est ce que Marshall appelait l'atmosphère industrielle. Et ça, je veux revenir là-dessus parce qu'on va y revenir tout à l'heure. C'est tout le problème de la croissance endogène. Là aussi, qui a suscité beaucoup de prix Nobel. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est que l'atmosphère industrielle? C'est que lorsque vous avez sur une place une accumulation de connaissances, de compétences, vous avez une formidable source d'innovation. Lorsque vous avez des centaines d'entreprises, des milliers de travailleurs qui font tous le même métier, qui s'observent, chacun cherche à améliorer la connaissance, et la connaissance se diffuse automatiquement et aussitôt elle est remplacée par une autre. C'est cette accumulation de compétences qui est source d'innovation, et ajoutez à ça que ces innovations, ce sont des innovations qui sont facilement transférables. Aussitôt que la connaissance apparaît dans un atelier, elle est transférée dans l'autre. Donc je répète, ça c'est une idée qui est fondamentale, qu'on va trouver, c'est à la base de toutes les théories actuelles de la croissance endogène. C'est l'idée, donc, on va appeler ça donc, des externalités technologiques. La technologie, Marshall, il disait, j'ai oublié sa formule, l'innovation est dans l'air, quelque chose, l'atmosphère industrielle, c'est ça. Et ça, tout le monde n'est plus d'accord à partir de là. C'est fortement discuté. C'est une idée qui revient toujours de Marshall. Hein. Les deux premières économies, là, c'est Alfred Marshall. Et puis il y a une troisième source d'efficacité qui est beaucoup plus discutée et qui nous vient non pas de l'économie, mais de la sociologie. Et même si les économistes italiens l'ont reconnu, c'est les districts italiens. C'est les valeurs partagées. C'est les économies qu'on appellera de coopération. Qu'est-ce qu'on observe sur ces districts italiens? C'est que tout le monde coopère. D'abord, il y a une mentalité particulière. Les gens sont fiers de leur travail. Il y a un sens de l'effort qui est reconnu, une valorisation de la compétence. Et ce sont des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs individuelles, il y a des valeurs collectives. La valeur collective, c'est de coopérer. On sort de l'homo economicus, qui est de toujours rechercher son intérêt personnel dans le court terme. Il y a une capacité à coopérer qui est très forte et qui se traduit par la création d'institutions, par la création d'organisations commerciales, des centres de formation, de laboratoires, etc. Et ces économies, ces valeurs qui seraient des valeurs partagées, elles se traduisent par deux choses. Un, le sens du collectif. On n'est plus dans la loi du marché, on n'est plus dans l'homo economicus isolé, bien informé et qui cherche uniquement son intérêt. On est dans ce qu'un de nos collègues qui a étudié sur Masamé appelle la conscience de place, qui remplacerait la conseillère de classe. C'est Rémi Casals, à propos de Masamé. Le succès de Masamé, c'est qu'il y a un terroir qui est tellement identifié à lui-même, qui a une telle image collective, qu'on pense collectif. Et donc, le collectif et le long terme. Quand on est collectif, on ne peut plus penser qu'à soi. C'est comme, vous savez, toutes ces histoires sur les familles souches. Hein, on n'est pas séparé des autres, on est obligé de se situer dans une lignée. Et donc, ces places, elles se caractériseraient par un certain nombre, une conscience de place. Je ne dis pas qu'elle ne remplace pas une conscience de classe. Dans un premier temps, on a cru que c'était une société pacifiée. Non, c'est une société qui peut être très conflictuelle. Hein. Tout est une question de mélange, concurrence et coopération, valeurs partagées, mais aussi conflit. C'est un mélange, hein, ce n'est pas des sociétés parfaites. Voilà donc Becattini, qui est celui qui est à l'origine de cette approche. Il disait que les territoires, c'est une approche socio-territoriale. C'est-à-dire où l'échange est inséparable de la société. Échanger, c'est faire société. On n'est plus dans l'échange commercial, on n'est plus du tout dans le modèle de la théorie standard, on est ici dans un modèle, complètement plus enraciné. Et alors, donc, je signale qu'entre ces trois approches, alors certaines approches, moi je suis historien, je prends tout, je prends tous les territoires, ceux qui n'ont que des économies d'agglomération, je prends. Ce qui m'intéresse le plus, c'est bien sûr les dernières, parce qu'elles font société, c'est une autre approche, mais il faut accepter qu'il y a une pluralité, une très grande variété de territoires. C'est pour ça qu'on peut se demander si Tulle, c'est un territoire, mais moi je prends tout. Parce que je prends tout, on a découvert des multitudes de territoires, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des territoires partout.
On a des territoires en Asie, on a des territoires au Brésil, on a des territoires en Amérique. La Silicon Valley, c'est un système productif local. Et donc, il faut prendre le sens de SPL au sens le plus large possible, en sachant que les composantes ne sont pas forcément les mêmes de l'une à l'autre. Il y a une très grande variété qui tient à la nature des économies produites, mais qui tient aussi à la part du rural et de l'urbain. Il y a des systèmes productifs dans les grandes villes. Le Sentier à Paris, c'est un système productif, pas la confection, Internet. Hein. Les parfums à grasse, c'est un système productif. La Silicon Valley, c'est un système productif. Donc, on prend tout. Il y a des mélanges de rural, plus ou moins de rural, plus ou moins de villes, plus ou moins de secteurs traditionnels, plus ou moins de haute technologie. Il faut prendre tout et essayer d'analyser ça. Et donc, on ratisse large lorsqu'on parle de SPL. On va de la Silicon Valley jusqu'au souk de Marrakech, en passant par la plasturgie d'Oyonnax, l'horlogerie de Besançon et les parfums de Grasse. C'est tout ça que kiffe reprendre. Mais avec cette idée donc que ça existe partout, mais pas partout de la même façon. Si on regarde l'Europe, et je termine par là, si on regarde l'Europe, il y en a partout des SPL, mais si on regarde les choses vers 1970, à la fin du modèle Fordiste, les SPL ont disparu en Angleterre. Plus de SPL en Angleterre. Alors que Marshall parlait de Sheffield, où l'Italie, le contre-modèle, c'est là où il y en a le plus. 200 systèmes productifs locaux dans les années 1970, avec ce fort enracinement donc, dans la région centre, Émilie-Romagne, et dans la région de la Vénétie. Si on regarde en France, en Italie, c'est l'âge d'or. Si on regarde la France, c'est plus l'âge d'or. En France, les 30 Glorieuses, c'est une période de difficulté pour les SPL. C'est une période de difficulté. Par exemple, tous les territoires autour de la région lyonnaise, le territoire de la Soierie, la fabrique lyonnaise dont on a parlé hier, elle a disparu. Elle a disparu. Alors, ça subsiste. Est-ce qu'on peut avoir la carte que j'avais indiquée tout à l'heure? Est-ce qu'on peut avoir la... Regardez, j'ai pas de... Regardez. Ça, ce sont les systèmes productifs tels qu'ils ont été reconnus par la DATAR en 1900, autour des années 90. Hein. Regardez, vous avez la tâche des... Il en manque. Si vous regardez dans la région du Limousin, il y a deux SPL qui existent, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. C'est la porcelaine et la chaîne graphique. Hein. Mais c'est déjà... On a une période où en France, en 1970... les SPL sont en difficulté. Ils sont en difficulté, mais par contre, ils ne sont pas tous en difficulté. Il y a des nuances. Et regardez, en France, on a toujours insisté sur deux régions qui sont les plus propices au SPL. C'est l'Ouest, autour de Cholet, et le Grand Arc jurassien, qui prend le Jura, qui va jusqu'au décolletage de la vallée de l'Arve et qui englobe la région lyonnaise. C'est quoi ces régions? C'est des régions fortement marquées par des cultures politiques. Hein, on verra le rôle du politique, pas des politiques, mais du politique, la structure de l'État. Ces régions où ils résistent le plus fortement, mais elles vont entrer en crise, sont des régions fortement marquées qui refusent l'État central. Ce sont des régions marquées idéologiquement. Le conservatisme, la Vendée, c'est la chouannerie. La carte du SPL de Cholet, que j'ai bien étudiée, c'est exactement la carte de la chouannerie. Et l'arc jurassien, c'est plutôt des traditions politiques fortes du côté anarchiste, hein, mais sur des cultures réfractaires à l'État central, résistantes, qui résistent à la centralisation, même si elles en profitent. Alors, on va prendre maintenant deux exemples, enfin pas deux exemples, deux cas, avant de revenir tout à l'heure dans la deuxième partie sur les problèmes des difficultés actuelles et des politiques qui sont aménagées. Je donne la parole donc à Yvan Lémy. Merci Michel. Là, vous m'entendez? Parce qu'il faut que je vous dise que j'ai eu un AVC, donc je ne parle pas toujours très très bien. J'espère que vous m'entendrez et que vous me direz quand vous ne comprendrez pas, parce que je suis obligé de revenir quelquefois sur mes expressions à cause de cette maladie qui m'a un peu abîmé la voix, ainsi que la main, etc. Donc, je vais être un peu fragile dans cette communication. Mais je voudrais souligner tout de suite le fait que c'était frappant dans ce que vient de dire Michel,
ce qui est frappant, c'est que, en fait, déjà au XVIIIe siècle, l'espace périgourdin était plein de petites SFL, ce que tu appelles SFL, c'est-à-dire SPL, systèmes productifs locaux, localisés, puisqu'il y avait des chapelles des petites forges, des chapelles des petites papeteries et des chapelles des petites tanneries comme ça, qui étaient éparpillées sur le territoire et qui faisaient sens probablement entre elles, en s'aidant, en discutant entre elles, en se passant la main d'œuvre, etc. Donc, il y avait, semble-t-il, disons, déjà dès le XVIIIe siècle, une espèce de localisation très forte au niveau et spatio-temporel. Voilà. Première chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit. Mais il est vrai que le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que le Périgord aujourd'hui, dans l'espace aquétant, n'évoque pas une image industrielle forte. Mais cependant, dès la fin du XVIIIe siècle, et même du XVe siècle, en remontant plus haut, il y avait un important substrat sidérurgique qui était relativement mécanisé, localisé, qui s'était mis en place, qui valorisait un potentiel minier, hydraulique et forestier de ce territoire. À la fin du XVIIIe siècle, par exemple, il y a un étalement progressif du marché régional de Bordeaux, une disparition des commandes de l'État, des commandes royales, et cette infrastructure à la fois civile et militaire, puisque les Farges faisaient aussi des canons pour le roi, eh bien, s'est révélée progressivement impuissante à consolider son ancienneté et à affronter la révolution industrielle, évidemment. À fonder une autre croissance, celle qu'annonçait précisément la révolution industrielle avec les premières réformes de management, comme on en a parlé hier, avec surtout la politique libre, échangiste d'après 1860 et sous le Second Empire, qui a évidemment mis à bas toute la production et toute la productivité de ces multiples petites unités de production industrielle. Donc voilà. Alors je vais vous parler surtout d'un cas qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cas d'une forge au nord du Périgord, donc presque à Limousin, à la limite du Limousin et du Périgord, que j'ai étudié tout particulièrement parce que j'habitais pas loin et un peu comme Jean se met à s'intéresser à l'industrie de la Corrèze, moi je me suis beaucoup intéressé à cette proto-industrie des fers en Dordogne où j'habitais. Voilà. Alors, première chose que je voulais dire sur le rapport au territoire, c'est qu'il n'y a pas d'industrie en France qui ne soit liée à un territoire, par exemple, à une géographie et à une histoire et, je dirais, une théorie de l'espace. Moi, je me suis beaucoup intéressé en tant que philosophe aussi à la question de l'espace. Ouais. L'espace, il est délimité par un territoire souvent. Et le territoire, c'est toujours une frontière, une localisation limitée dans l'espace. Vous voyez ? Bon, donc l'espace est toujours très important aussi dans l'étude que j'ai faite à propos de ces unités, en particulier à propos de Savignac. J'ai fait l'observation continue, permanente, durant toute ma recherche empirique. Donc sur cette proto-industrie du fer en Périgord et sur le cas particulier de ces forges. Bon. Les maîtres de forge, le groupe d'ouvriers que j'ai étudié à cette occasion, m'ont paru se poser 3 questions essentielles. Première question, à quoi nous invite le territoire et ses ressources naturelles? À quoi il nous invite? Le Périgord était fourmillé de petites mines qui intéressaient les paysans locaux pour évidemment se faire un peu de monnaie. Et c'était les paysans locaux, partout sur le territoire, qui creusaient des petites mines qu'ils amenaient ensuite justement à la forge de Savignac. Donc c'était un petit supplément monétaire qui était très important pour eux, parce qu'évidemment, c'était la pauvreté qui régnait à ce moment-là. Bien.
Donc, à quoi nous invite le territoire et ses ressources naturelles? C'est la première question. À quoi nous destine le territoire et ses ressources? Voilà. Ça, c'est la deuxième question que je me suis posée, ou que posaient plutôt les maîtres d'ouvrage et les ouvriers. Et troisième question que se posaient, me semble-t-il, les maîtres d'ouvrage, d'après ce que j'ai pu voir dans les archives, à quoi nous soumettent et nous contraignent le territoire et ses ressources. Voyez. Donc, invitation, destination et soumission et contrainte. Bon, je repousse ce trompe-l'œil parce que ces trompe-l'œil, je les ai découverts véritablement en lisant les nombreuses lettres d'échange entre le maître des forges, sa famille, ses enfants et ses fils, surtout ceux qui devaient reprendre qui devaient reprendre le collier au moment où le père allait disparaître. Et elles sont toujours présentes dans les lettres et dans les archives même de l'industrie et de l'usine. Puisqu'à l'époque, je dois vous dire que quand j'ai fait cette recherche, j'ai été confiné dans la maison du maître de forge, dans son château, qui surplombait la forge, et donc il m'avait confié la clé des archives familiales, et donc j'ai mis de l'ordre dans toutes ces archives, et je suis tombé bien sûr sur de nombreuses lettres personnelles et privées. Tout était mêlé évidemment à cette époque-là. Et comme je ne suis pas archiviste, je ne l'ai pas mis en ordre fou, mais par contre, je m'en suis servi pour ma propre recherche. Bon, invitation d'abord. Invitation du territoire et des ressources naturelles du territoire. Bon, cette invitation s'adresse à ceux qui ont l'argent et le pouvoir et qui symboliquement le manifestent à travers leur présence dans un château qui surplombe la vallée. Voyez. Malheureusement, je n'ai pas pu vous porter les images, mais vous pouvez l'imaginer. Vous avez un château sur le plateau et en bas, dans la vallée, vous avez la forge qui est un immense moulin mécanisé, voyez, en bas, en bas sur la rivière, voyez, avec son barrage. Bon, donc, d'abord, ce sont ceux qui ont le pouvoir et l'argent, c'est-à-dire les propriétaires des familles de maîtres de forge, qui s'installent sur le bord de l'Auvezard et qui commencent à exploiter non seulement les bois de leur propre réserve, de leur propre propriété, les taillis, on en parle ce matin, les taillis qui étaient la source de l'énergie, et bien sûr l'eau qui passait et qu'il fallait canaliser, voyez. Donc c'est pour ça que ce matin, je m'interrogeais sur le problème de l'énergie. L'énergie, c'est d'abord une matière première qu'on dompte, qu'on domestique en quelque sorte. Alors le bois, il fallait le domestiquer, en particulier en le transformant en charbon de bois, parce que pour faire de la fonte, il faut du charbon de bois et non pas du bois pur et dur, hein, tel qu'il est sorti du taillis. Il fallait transformer les taillis en charbon de bois. Et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que ce charbon de bois créait toute une vie sociale à l'intérieur des forêts, en particulier par des équipes de charbonniers qui installaient des fourneaux de transformation de bois en charbon de bois à l'intérieur même des forêts, et surtout en Périgord et en Limousin. Et une chose qui est tout à fait essentielle dans ce cas-là, c'est que cette petite communauté ouvrière forestière chargée de transformer le bois et les taillis en charbon de bois était particulièrement contrôlée par le maître de forge et son régisseur, et la plupart du temps, ils étaient payés en nature, vous voyez. Ils étaient payés uniquement en nature. C'était des gens qui faisaient partie de l'équipe de la métallurgie, de la sidérurgie, mais qui étaient purement simplement isolés en quelque sorte dans cette communauté forestière. Première chose. Et ça me paraît très important de le noter. Bon. Alors, ces maîtres de forge, cette famille de maîtres de forge en particulier à Savignac, savaient que le produit à transformer, le minerai, hein, est impossible partout sur le territoire. Il est difficile à transformer, il affleure partout sur le territoire, et en particulier, je vous le disais tout à l'heure, il affleure, et c'est pour ça que tous les paysans se mettaient à trouver du minerai pour l'amener à la forge. Voyez. Bon,
Et donc, il servait bien sûr de matière première pour la transformation en fonte et en fard. Bon, alors ça c'est évidemment très important de le dire pour au départ, pour comprendre comment techniquement la fonte se faisait dans ces hauts fourneaux du Périgord, mais qui étaient avec des productions extrêmement limitées, puisque deux choses à dire là-dessus, c'était des productions saisonnières, tout le temps saisonnières, c'est-à-dire essentiellement en hiver, hein, avant l'été, avant le printemps, et qui ne dépassait jamais, qui n'a jamais dépassé usine par usine 300 tonnes par an. Donc évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec les productions qu'on a constatées ensuite quand on s'est tourné vers la grande industrie en Lorraine ou dans l'est de la France ou à Dunkerque, dans le nord. Voyez. Donc évidemment, ça n'a strictement là où on parle de milliers de tonnes. Là, il s'agissait de 300 tonnes par an. Ça fait très peu de choses par fondage, voyez. Mais le fondage lui-même était lié, bien sûr, à un travail ouvrier qui est un travail pluriactif, un travail de paysans ouvriers. Ça, c'est très important de le noter parce que, évidemment, ces paysans ouvriers qui étaient très proches de la famille des maîtres de forge et qui souvent habitaient en bas, tout près de la forge, pouvaient être divisés en plusieurs catégories. Il y avait d'abord les spécialistes, ceux qui étaient chargés de couler la fonte, de couler les minerais. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi des ouvriers paysans qui étaient plutôt chargés des charrois, chargés de tous les problèmes de transport et qui, par conséquent, étaient surtout rentrés chez eux le soir et ils n'étaient pas nécessairement à la production directe de fonte. Donc, j'ai étudié tout à fait les tâches et les métiers qui étaient liés, bien sûr, au travail de ces spécialistes. Et bien sûr, j'ai vu la relation qu'il y avait entre eux et les paysans qui venaient simplement donner un coup de main pour les charrois, dans les chemins difficiles de l'époque, pour transformer le fer. Voilà. Et pour l'apporter à tous les marchands de la région qui vendaient du fer aux uns et aux autres, et en particulier aux agriculteurs. Hein. Par exemple, ceux qui avaient besoin de charrues, qui avaient besoin de socs, qui avaient besoin de fer pour travailler la terre. Bon. La première chose, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Bon. Alors, l'eau, elle est très importante, évidemment, puisque l'eau est une énergie qui met en mouvement tous les mécanismes de la forge et qui est elle-même une énergie canalisée, capturée, si on peut dire piégée, par la canalisation elle entre dans l'usine, elle inonde l'usine et en même temps, elle permet à tous les mécanismes de soufflerie, de forge, à tous les mécanismes de machines, outils ou autres, de concassage du minerai de fer, par exemple, parce que le minerai est concassé, de marcher. L'eau fait marcher toutes ces roues hydrauliques et permet à toutes ces roues hydrauliques de fonctionner normalement. Voyez. Alors évidemment, le grand problème qui se posait pour ces rivières, et en particulier au moment de l'été, c'était les inondations de la forge. À ce moment-là, tout s'arrêtait et les ouvriers paysans rentraient chez eux pour travailler. Ces ouvriers paysans, par ailleurs, me paraissent être très intéressants du point de vue de la sociologie historique, parce que c'était des gens qui cherchaient dans ce travail, qu'ils soient spécialisés ou non, cherchaient dans ce travail des appoints monétaires qui leur permettraient de se mettre chez soi. Il y avait une expression que j'ai souvent rencontrée dans les archives, se mettre chez soi, c'était l'objectif que cherchaient tous les paysans pour finalement s'établir chez eux à la campagne sur un bien agricole. Il n'était pas question pour eux de devenir des sidérurgistes à plein temps, il était question pour eux de se mettre chez soi et d'avoir un bien à soi qui leur permettrait une véritable indépendance. Voyez. Cette indépendance, elle n'était pas acquise.
Et la plus réactivité ne leur donne pas cette indépendance, mais leur donne les moyens monétaires d'arrondir leur petit bien de départ, d'arrondir leur cheptel, et donc de vivre chez eux en pleine indépendance. C'était ça qui les motivait véritablement, me semble-t-il, dans la travail qu'ils menaient. Voilà. Et bon, plein de choses encore à vous dire sur la destination. Ça, c'est l'invitation. La destination, c'est la même chose. Et alors, maintenant, si on prend le troisième point, la soumission et la contrainte, là, c'est, je dirais, c'est véritablement les contraintes et les normes qui s'imposaient à ce travail pluriactif. En particulier, les normes de production, les normes administratives. Bon, la grande crainte du ministre des Forges, c'était le regard que pouvait porter l'administration sur ses comptes, sur ses livres de comptes, en raison des impôts ou en raison des contraintes supplémentaires qu'il pouvait évidemment recevoir de la part des autorités. Il y avait là une véritable crainte qu'il avait. On le voit dans tous les livres de comptes. Il cache, il joue avec le pouvoir central tout le temps. En plus, le pouvoir central est très minutieux dans son regard sur les livres de compte parce qu'il est partie prenante de la production, puisque cette fonte qui était faite dans les forges du Périgord servait directement à l'armée et en particulier à la fonte de canons et à la fonte de boulets. Ça a été très important, pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Bon, le XIXe siècle voit la crise de ce système, parce que c'est un véritable système de pluriactivité avec domination du maître des forges et de sa propriété sur des pluriactifs, des paysans eux-mêmes pluriactifs et polyvalents. Bon, mais la grande crise, elle viendra, me semble-t-il, de 1860, sous le Second Empire, toute la politique de libre-échange que met en place Napoléon III avec la Suède et la Grande-Bretagne, et qui fait s'effondrer ce système pluriactif et de fabrication de fontes localisées. Bon. À Savigny qui se maintiendra jusqu'à 1930, parce que les maîtres de forge avaient eu l'idée de transformer leur industrie en fabrication de petites boîtes de conserve qui semblaient être un débouché dans la région, vous voyez. Bon, donc ça a été une manière pour eux de servir jusqu'à 1930. Mais le haut fourneau en tant que tel avait déjà disparu, parce que les fontes et les fers qui venaient de Grande-Bretagne et de Suède, donc les fameux droits de douane d'aujourd'hui, si vous voulez, avaient purement et simplement fait s'effondrer toute cette industrie. Voilà, je vous remercie. Merci Yvon pour cet exposé qui notamment met l'accent, montre bien le problème de la matrice rurale de ces systèmes productifs, et qui renvoie à la question aussi aujourd'hui de la matrice rurale, du rôle de la ruralité dans le fonctionnement des SPL. Je passe tout de suite la parole à M. David Selletti, qui va nous parler de l'Italie du Nord. Oui, du territoire de l'industrialisation diffuse de la Vénétie. Bien, alors, j'aurais bien voulu vous présenter quelques images, mais on a eu des problèmes petits techniques. Mais en fait, si vous prenez l'avion et vous allez vers Venise, quand l'avion commence sa phase d'atterrissage, vous regardez, vous voyez le territoire de l'industrie. Enfin, vous voyez d'un côté le territoire sur votre gauche, le territoire de l'industrialisation diffuse. Et après, si vous avez la possibilité de regarder aussi sur votre droite, vous verrez un paysage quelque peu différent. D'un côté, vous voyez une suite ininterrompue de champs, de villes et villages, donc de concentration urbaine, et d'industries, de zones industrielles, et même des industries qui sont simplement dans le territoire rural, au milieu des champs. Et de l'autre côté, vous verrez des villes et des champs. Donc, un paysage, c'est schématiquement dit, mais il y a effectivement une division. Alors, ce territoire, au fait, où ce tableau nous a
a fait que nous nous posions quelques questions. Et c'est un peu de ça que je veux parler. Bon, premièrement, pourquoi? Quels ont été les processus qui ont formé ce territoire de l'industrialisation diffuse? On pourrait même dire de l'agriculture diffuse ou de l'urbanisation diffuse. Et pourquoi? Quels sont les processus qui l'ont formé et quels sont les problèmes, les transformations, même les atouts qu'on peut avoir au temps présent et peut-être en essayant même de parler vers le futur. Alors, la première question, on l'a abordée en partant de l'histoire de l'agriculture. Et on a vu que les deux territoires ont été caractérisés par des formes d'exploitation agricole, traditionnellement en partant de l'époque vénitienne, c'est-à-dire en partant du XVIe siècle, assez différents. Donc, d'un côté, vers le sud de la plaine vénitienne, on avait des grandes exploitations agricoles, et de l'autre côté, on avait la petite propriété paysanne qui a résisté en ajoutant à la propriété originaire, en ajoutant des formes de location, de petites locations, très généralement court terme, et qui a résisté effectivement à travers les siècles grâce à cette petite location, qui était une forme d'exploitation très forte du travail, mais qui permettait, comme la famille paysanne s'agrandissait, qui permettait d'agrandir aussi le terrain et donc de maintenir quelque peu vivante l'exploitation. Alors que vers le sud, on avait des formes différentes, je disais, de grandes propriétés agricoles qui étaient exploitées comme entreprise avec des travailleurs agricoles salariés. Bon. Ceci dans le temps, en se concentrant vers la partie justement de l'industrialisation diffuse, dans le temps, il y a eu bien sûr des transformations. Alors pourquoi il y avait cette exploitation? J'oubliais de le dire. Bon, il y a deux raisons principales. La nature, la conformation du terrain, du sol, qui était beaucoup plus léger en allant vers la montagne. Et d'un côté, et de l'autre, c'était une option de la propriété vénitienne, qui étaient les grands propriétaires de ces zones, qui préféraient, dans ce contexte, exploiter la petite location, qui avait des rentes importantes. Bon, dans le temps, les choses ont eu des transformations. Les premières grandes transformations, c'est des transformations qui datent du 19e siècle, quand on a eu effectivement une certaine industrialisation, notamment dans le textile, autour de certains grands groupes. Alessandro Rossi, c'est juste un exemple, mais après, plus tard, on a eu même Marzotto, qui, dans le territoire préalpin, ont créé de grandes entreprises. Mais après, il y a eu le développement d'autres secteurs, par exemple le papier, d'une certaine mécanique. Et autour de ces premières formes industrielles sont entrées en contact avec le monde paysan, puisqu'elles étaient dans un milieu rural. Quel contact? C'est-à-dire, c'était un contact, bien sûr, de main-d'œuvre. Alors, ça a permis d'avoir de la main-d'œuvre à des coûts relativement réduits. D'un côté, le côté industriel, le côté paysan, ça a ouvert la voie à une forme de pluriactivité stable. À l'intérieur de la même famille, on avait des personnes, le travail excédent, qui pouvaient se tourner vers l'industrie. C'est un passage très important, assez long dans le temps. Important pourquoi? Bien sûr, parce que ça donnait une autre, non, une forme qu'on pourrait utiliser le mot aujourd'hui très courant de résilience. Ça a augmenté le degré de résilience de la famille paysanne en ouvrant, en élargissant la pluriactivité, et donc ça permet à la famille paysanne de résister mieux aux crises et aux transformations des temps. Et il y a eu un autre passage très important, que c'est un contact, on a parlé aujourd'hui au début de culture, de connaissance. Eh bien, il y a eu la connaissance et la culture industrielle qui est entrée dans le monde paysan, à travers des contacts familiaux qui restaient. D'une façon très faible après la Première Guerre mondiale, d'une façon beaucoup plus solide après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a eu l'ouverture du marché, on a parlé du boom économique, on a eu une demande croissante et importante de produits industriels, et beaucoup de ces familles
ont utilisé les compétences qu'ils avaient, mais aussi la propriété foncière qui restait, la maison, la ferme, les terrains, pour se diriger vers l'activité industrielle. J'ai fait référence à 2 moments. Il y a eu un troisième moment très important de ce processus, et c'était les années 70 et les années 80. Les années 70, pourquoi? Parce qu'il y a eu une révolution, une transformation généralisée de l'organisation industrielle dans le sens vers la sous-traitance, dont les grands groupes importants de tout secteur, ils ont choisi de s'agrandir ou de se réorganiser en détachant de ce qu'on appelle le core business, en détachant des parties qui donnaient en sous-traitance, ce qui a permis aux petites industries qui existaient déjà de s'agrandir, de se renforcer, ce qui a créé énormément de petites industries qui se sont insérées sur ce marché. Et voilà le paysage de l'industrialisation diffuse qui s'agrandit, qui se renforce, qui s'intensifie. On est en train de développer une recherche très intéressante, qui est plus statistique, disons, qu'historique, mais on est en train de calculer des indices de concentration industrielle d'entreprises travaillant dans le même secteur ou dans des secteurs reliés. On pourrait parler de filières, et on revoit très exactement, on a la même couverture statistique que la couverture, disons, territoriale, géographique que je viens de vous présenter. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, apparaît au moment actuel de nos recherches, et c'est solide, éprouvé. Eh bien, ce paysage que vous voyez de l'avion, et qui existe aujourd'hui, il est, bien sûr, en transformation continuelle. L'histoire n'est pas terminée. Il y a eu des transformations importantes à partir des années 2000 et qui se renforcent au temps présent. On a un temps, on dit de crise, mais enfin on pourrait même dire de transformation. Ça dépend un peu des points de vue. Alors il y a une agriculture qui a eu une crise, qui a fortement diminué à partir des années 70, 80, mais qui maintenant est en transformation. Elle se concentre dans des secteurs particuliers. Elle se concentre, elle va vers des directions d'agriculture de haut niveau, de haute qualité, même en instaurant un rapport différent avec l'environnement et avec les villes. Ça, c'est un processus. L'autre processus, bien entendu, aussi important, c'est un processus de déindustrialisation qui existe et qui touche un peu tous les secteurs, avec des espaces occupés par l'industrie qui sont bien évidemment abandonnés. Il y a un troisième processus d'intensification des communications terrestres, non seulement virtuelles, et qui pose des problèmes d'organisation. Donc c'est un territoire qui a une complexité intrinsèque, mais qui a aussi des atouts. Enfin, si un jour vous prenez une voiture et vous faites un tour dans la partie centrale et septentrionale de la Vénétie, vous comprenez très bien ce que je veux dire, pas de problème de communication. Donc, il y a des problèmes, mais qu'il y a aussi des atouts. Le premier atout, c'est l'atout duquel on a parlé, donc de ces secteurs industriels, de ces districts, qui, même en transformation, même en crise, même dans beaucoup de cas, dans une certaine contraction, résistent beaucoup mieux, ont des degrés de résilience beaucoup plus importants que d'autres formes d'organisation industrielle. Avec notre étude, en utilisant les indices de concentration, on voit et on a vu que l'impact des crises, on a testé la crise de 2008, la crise pour ces secteurs surtout de 2014, avec des transformations géopolitiques, la crise de la pandémie, 2020 et la crise de 2022-23, qui continue d'ailleurs, et on voit que l'impact de la crise est inférieur là où on a cette structure industrielle dans le territoire de l'industrialisation diffuse que dans la partie, dans les concentrations majeures, concentrations industrielles majeures autour des villes, par exemple de Padoue, de Vérone ou de la partie méridionale de la plaine. Ça, c'est le premier constat.
Le deuxième aspect, c'est que c'est une économie extrêmement diversifiée, parce qu'on a beaucoup de secteurs qui sont des secteurs différents, mais qui quand même ont des liens, présentent des liens entre eux, justement ce qu'on disait tout à l'heure, des liens de compétition très coopération, ce qui augmente encore la résilience, et c'est des secteurs qui sont, et des entreprises qui sont extrêmement novatrices, qui se projettent dans le futur. Donc d'un côté, bien sûr, on a des problèmes, de l'autre, on a des atouts. Et l'autre atout, c'est la question agricole, parce que une agriculture qui est en transformation, qui arrive à instaurer un autre rapport avec l'environnement et avec l'homme, est une agriculture qui ne produit pas seulement des produits, mais qui forme aussi ce qu'on pourrait appeler un paysage, peut-être particulièrement, je dirais, qui peut être exploité non seulement comme justement exploitation agricole. Par exemple, l'agriculture de proximité. Donc ça donne et ça pourrait porter à une amélioration généralisée de la qualité de la vie. Alors je m'arrête sur ça. Bon, il y a eu un livre très intéressant, je m'arrête avec cette citation, qui a été édité par Madame Desmarques et Monsieur Corosami. Desmarques, elle travaille au UAV de Venise. Et Corosami, je ne sais pas, il a travaillé quelque temps, lui aussi, au UAV, maintenant je ne sais pas où il travaille, qui s'appelle Territoire de l'industrialisation diffuse. Il a été publié en français et en italien. Et si ça vous intéresse, je peux vous fournir des liens et les références exactes de ce livre. Et le thème principal, c'est justement des comparaisons au niveau franco-italien des territoires de l'industrialisation diffuse, d'un point de vue économique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue de la gestion du territoire, donc de l'urbanisme, hein, et de la société. Merci. Merci David Selletti pour cet exposé qui renvoie tout à fait au précédent en soulignant le rôle de la ruralité et combien ce rôle peut continuer à jouer, même dans la période actuelle. Juste une question, c'est quoi les marchés vers quels marchés sont tournés les produits qui sont fabriqués dans votre district ? Les districts sont différents, mais essentiellement, dans tous les districts, il y a une caractéristique, c'est la prépondérance de l'exportation. Donc, le marché interne absorbe une partie relativement petite. Alors, il y a des districts qui sont absolument insérés dans la sous-traitance. Par exemple, les chaussures de luxe, qui sont... C'est les chaussures sportives. Le luxe, c'est la Riviera del Brenta. Alors, c'est des petites et moyennes entreprises, mais de très haut niveau, disons, technique, qui travaillent pour les grandes marques internationales, genre les marques du luxe. Donc, c'est la sous-traitance. Et d'autres marchés, d'autres secteurs, ils arrivent au produit final, l'or, par exemple, la mode, et qui est essentiellement exporté. C'est pour ça qu'effectivement, le fait qu'ils soient arrivés à réagir, à tenir, disons, la ligne dans les crises mondiales, des marchés mondiaux qui se sont délinés, enfin, qui sont arrivés et qui continuent dans ce dernier temps, ça veut dire qu'ils arrivent quand même à s'adapter. Merci. Ce que je suggère, c'est, avant de passer à la deuxième partie de la table ronde, s'il y a une ou deux questions à poser à Sirdam, dans la limite du temps qui nous est donné, si vous avez des questions à poser, soit à Yvan, soit à David. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, oui, pardon. Oui, il y a deux, je vois deux, trois. On passe les micros. D'abord, un petit message en le préparant mon intervention. Je me demandais si j'allais pas utiliser le mot de colère qui est peu adapté à ce type d'endroit, mais colère aussi contre moi, parce que j'ai mis en place Territoire d'industrie en France en 2019, qui est une forme de renaissance des SPL. Je n'ai jamais été informé de vos travaux.
Alors, colère contre moi, parce que moi, je ne me suis peut-être pas adressé à vous et j'ai pas vu la richesse, mais aussi, et je le dis aux différentes personnes qui sont dans la salle, quand il y a des politiques comme ça, un peu innovantes, alors innovantes, c'est cyclique, hein, ça revient, qui se mettent en place, n'hésitez pas à passer un coup de fil aux fonctionnaires qui les mettent en place. Je vous assure que moi, je l'ai fait sur la base d'une intuition, dans un environnement politique qui fait des décisions assez aléatoires. Je suis passé par l'Élysée, j'étais renvoyé à Bercy. Bercy ne voulait pas des territoires, ça s'est fini par une lettre de mission de Matignon. Enfin, dans des processus assez chaotiques, mais la perspective historique, l'analyse que vous apportez est pour ces fonctionnaires qui font ces politiques un peu innovantes d'une valeur incroyable. Et quelque part, si je vous avais connu en 2019, je pense que je serais allé plus vite sur un certain nombre de conclusions que j'ai tirées au bout de quelques années à force d'expérience. Ça, c'est... Non, justement, et c'est là où vous avez tort. C'était à vous de me téléphoner. C'était à vous, parce que vous êtes le savoir et vous avez le temps. Mais je le dis, je savais que je provoquerais de la réaction. J'ai l'éthique de la conviction et vous avez l'éthique de responsabilité, comme disait Max. Oui, peut-être, mais en tous les cas, on ne s'est pas rencontrés et c'est un raté collectif. Et on peut renvoyer à l'un à l'autre, mais c'est pour ça que je dis que j'ai de la colère contre moi, parce que je ne savais pas, mais aussi je vous passe un peu la balle, parce que je pense, et je m'adresse à toutes les personnes que vous pouvez croiser, hein. On a eu cette discussion aussi en petit comité hier au soir, sur ces politiques industrielles qui sont en train de renaître. Réellement, votre perspective a une richesse pour le décideur public qui lui est grande partie inconnue, manifestez-vous. Deuxième point, peut-être un angle mort. Moi, j'aimerais bien que vous exploriez ça, alors aujourd'hui ou dans des travaux futurs. Vous avez parlé de ces industries diffuses qui étaient invisibles parce que, justement, elles étaient dans des territoires qui n'étaient pas des grandes villes. Elles étaient constituées de petites structures qui n'avaient pas une notoriété, une visibilité énorme. Vous avez systématiquement parlé du modèle notamment italien de SPL et vous avez associé un territoire à un produit. Il existe, ou deux, mais il existe, et pour une raison que je vais essayer de vous expliquer, des territoires qui ne sont pas spécialisés et qui pourtant profitent énormément de synergie. Si vous prenez la liste des compétences qui sont nécessaires pour produire quelque chose, je vais prendre quelque chose d'un peu exotique par rapport au SPL, mais pour faire de l'hydrogène, par exemple, parce que j'ai fait l'exercice. 20% des compétences sont liées à la molécule d'hydrogène, donc sont liées au produit. 80% des compétences sont des compétences industrielles de base qui sont indifférentes ou quasiment indifférentes au secteur dans lequel vous œuvrez. Et donc un territoire qui concentre des industries diverses, profite d'une synergie en termes de compétences, non pas sur 100%, comme sur la chaussure, comme sur ceci, mais déjà sur 80%, ce qui est énorme. De la maintenance électromécanique, vous en retrouverez de partout. Je prends cet exemple juste pour concrétiser. Et la deuxième chose, c'est que vous donnez une capacité de résistance par rapport aux cycles mondiaux à ces territoires qui est incroyablement supérieure. J'ai bien entendu votre propos en disant ces systèmes résistent mieux à la crise. Mais un territoire par rapport à une crise mondiale, c'est un confetti. Quand vous êtes multisecteur, en général, vous n'avez pas tous les secteurs qui se cassent la gueule en même temps. Voilà, c'était plus une question, une interpellation. Merci. Il y avait une question. Oui, pardon. Moi, ma question est plus sur la mise en... Enfin, aujourd'hui, on est sur un territoire où on a des politiques nationales, des politiques régionales, des politiques départementales et des politiques au niveau des EPCI concernant la partie économique avec des transferts de compétences. C'est un maillage qui est pas tout à fait simple. En plus, dans le cadre de la loi NOTRe, qui a transféré un certain nombre de compétences locales, en plus de ça, on est avec le ZAN sur une stratégie, une réflexion sur l'utilisation du foncier, avec des politiques de dire, voilà, est-ce qu'on peut implanter, il faut faire un calcul. Rappelons quand même qu'un certain nombre de communes ont fait, avant la loi NOTRe, avant les transferts des zones d'activité aux EPCI, ont fait des choix de développer un certain nombre de
de zones d'activité plutôt communales avec une réflexion aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est en pleine réflexion de savoir si ces zones, elles vont se pérenniser. Vous parliez effectivement de ces petits espaces. Donc aujourd'hui, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Je veux dire, à un moment donné, vous avez une vision macro et je l'entends. Moi, j'ai plutôt une vision micro, je suis dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces stratégies qui viennent se confronter et de toute cette approche avec est-ce qu'on doit développer plutôt, est-ce qu'on doit se concentrer sur une centralisation produit? Enfin, c'est pas facile. La lecture est pas simple, hein. Pardon, il y avait une autre question. Oui, mais peut-être que là, c'est mieux. Voilà. Oui. Non, peut-être. Je représente la troisième génération de la société Air Industrie qui a été fondée par mon grand-père il y a presque 40 ans. Et vous parliez tout à l'heure d'un territoire sur lequel il y a plusieurs types de métiers et de compétences. Je crois que notre territoire du Grand Tulle ou de la Corrèze, c'est le cas, puisque aujourd'hui, nous, on est concepteur et fabricant de produits de nettoyage et je ne connais pas sur notre territoire de confrères qui fassent le même métier que nous. Et c'est vrai, par contre, vous avez parlé aussi de sens du collectif. On a la chance d'être origine Corrèze depuis maintenant quelques années. Et je crois que c'est typiquement le type d'initiative qui fait qu'on travaille plus ensemble et plus avec nos autres confrères industriels ou dans le service ou dans d'autres métiers. Et c'est là où on découvre les compétences qu'ils ont et qui sont souvent très similaires avec celles qu'on a ou qu'on a besoin en tous les cas pour se développer. Et je pense que typiquement sur notre territoire, le fait qu'on ait beaucoup de valeurs communes, nous on a la chance d'avoir 4 sites en Corrèze, un site en région Île-de-France et un site en Mayenne, et on voit la différence qu'on peut avoir sur différents types de territoires. Et en Corrèze, on a cette chance d'avoir des collaborateurs qui ont un sens du collectif particulier par rapport à d'autres territoires qu'on peut connaître en France. Et c'est vrai que ce sens du collectif qu'on a chez nos collaborateurs et qu'on a aussi au niveau de nos entreprises, Origine Corrèze permet cette initiative de faire cette émulation au niveau des entreprises. Je crois que c'est une vraie chance. Donc c'est vrai que vous en parliez, mais cette notion de territoire, de district associé à un produit, je ne suis pas certain qu'elle soit très représentative de la Corrèze. On est plutôt, à mon avis, sur un territoire qui est plutôt sur beaucoup de compétences, de métiers différents. Et nous, en tous les cas, entreprises, on en recherche et on en trouve beaucoup de richesses. C'était pour compléter ce que vous disiez. Merci, monsieur. On reviendra tout à l'heure avec vous sur le... Il y avait d'autres questions, madame? Oui, j'ai une question qui s'adresse à monsieur Yvon Lamy. Quand j'étais gamine, j'ai visité Savignac-les-Driers avec Jean-François Bellost. Donc voilà, ça fait pas mal de temps. À ce moment-là, on s'était croisés, sans doute. Et en fait, je voudrais revenir sur le cas du local, parce qu'en fait, vous avez présenté une monographie, et peut-être revenir, peut-être pour les interlocuteurs que vous avez, sur les différents types de marchés. Parce que c'est vrai que vous avez dit d'un côté, à un moment de votre intervention, l'équipement des paysans, ce qui est une réalité, et aussi après, vous avez parlé effectivement des canons et tout l'aspect en quelque sorte étatique. En quoi cette petite forge, dominée par un joli château, certes, était insérée dans un marché très, très différent, et sur la qualité même du métal, ce qui est important justement pour faire ce rapport entre le local, une forge, et en fait un marché et une politique qui dépasse le lieu même de Savignac. Oui, merci madame. Oui, bien sûr. J'ai participé aux équipes avec Jean-François Bellost à plusieurs reprises sur la proto-industrie des fers. À l'époque où il y avait la grande campagne d'inventaire, vous savez, des forges en France. Bon, tout ça vous connaissez très bien. Sur votre question, oui, bien sûr, j'ai étudié un peu les marchés, bien entendu. J'ai été obligé d'étudier les marchés dès que je me suis plongé dans les archives de Savignac, des propriétaires de Savignac. Leur grand problème, c'était évidemment de multiplier les marchés. Donc, ils avaient bien sûr des marchés captifs, si on peut dire, qui étaient ceux liés à l'État. Là, ils avaient des marchés captifs qui étaient assez simples à maintenir. Maintenant, ça a été en particulier mis en péril après les moments guerriers de 14-18, si vous voulez. Là, il y a eu une première crise. Et puis, ils avaient aussi des marchés privés, donc des marchands en particulier de fer et des maréchaux ferrants qui étaient ceux de la région. Et par exemple, j'ai
vu à un moment donné dans un conte de la forge de Savagnac, j'ai vu à un moment donné qu'il y avait des objets domestiques ou des objets de travail agricole qui étaient spécifiques à telle ou telle région et quelquefois à telle ou telle commune ou tel canton. Voyez. Donc ils s'adaptaient à des clientèles extrêmement précises sur leurs besoins et sur leurs exigences. Voyez. Ils étaient là-dessus très, très à cheval. Mais ils pouvaient répondre à tout ça. Ils pouvaient répondre à cette précision, cette finesse de précision, vous voyez, qu'on retrouve aujourd'hui dans les aciéries modernes ou qui font du sur-mesure pratiquement en travaillant à la demande de certaines industries, par exemple, liées à la santé, par exemple, ou liées à la culture ou à la santé, par exemple. Je pense à des exemples d'entreprises dans la Nièvre ou alors au Pays Basque, où on a là des entreprises très précises, très fines et qui vont très loin dans la précision et dans l'adéquation aux besoins du marché et aux besoins des clients. Voilà. Donc on avait déjà ça, mais ça me l'était à la Savagnac. Voilà. Merci Yvon. Je propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de la table ronde, consacrée à l'actualité, c'est-à-dire à la crise que connaissent les districts, même si précisément certains districts résistent bien pour les raisons qui ont été évoquées à la crise, et aux politiques qui ont été adaptées et comment les firmes le voient. La crise, tout le monde sait qu'il y a, du moins en France, la crise est très forte dans les districts. Elle n'a pas commencé, je l'ai dit tout à l'heure, en France dans les années 80-90, mais elle est manifeste avec la globalisation, la libéralisation des échanges. Pour prendre l'exemple de Cholet, que je connais un tout petit peu, le textile qui avait succédé à la chaussure explose entre 1985 et entre 1975 et 1985. La chaussure, qui est une industrie plus ancienne, disparaît en 2002-2004, concurrence chinoise, etc. Donc là, il y a une crise majeure qui apparaît dans tous les secteurs et liée à la concurrence internationale. Une question que l'historien se pose, c'est malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas des causes internes? Est-ce que cette dynamique économique et sociale des districts, est-ce qu'elle ne s'épuise pas? À propos de Mazamet, Rémi Casal note qu'il y a un changement d'optique chez les patrons. Chez ces patrons pourtant protestants, pourtant soudés, pourtant il y a un changement d'optique. Le collectif disparaît, le long terme disparaît. On entre dans des stratégies de court terme, etc., de repli, de retrait. On observe la même chose aussi à Cholet, où le sociologue Bruno Courreau note que dans la chaussure, avant la crise, il y a déjà un changement de mentalité. On investit moins, il y a un autre management qui apparaît. Le réinvestissement systématique, c'est plus ça. Donc il y a un cycle du vie, qui n'est pas un cycle de vie économique. La société, à des moments, s'essouffle. Et ça pose un vrai problème. Un vrai problème, notamment dans le cas de la France. Tous les rapports soulignent qu'en France, on a un gros problème, et à laquelle les districts peuvent être une réponse, mais c'est la difficulté des patrons à coopérer. La coopération, on le voit sans arrêt. Lorsqu'on a cherché à créer en France des bourses de travail pour organiser la sous-traitance dans les années 60-70, ça ne marche pas, on a beaucoup de mal, les patrons ne veulent pas, etc. Donc ça, c'est un truc en France qui ils coopèrent juste pour se défendre, pour créer des cartels, plus maintenant, puisqu'il n'y en a plus, mais pendant très longtemps, ils n'arrivaient à s'entendre que pour se défendre, pas pour agresser. Donc, une crise face à cela, eh ben, l'État réagit. Et il réagit pas avant les années 80-90. Je vais peut-être me faire critiqué par les experts des politiques, mais jusque dans les années 60-90, comme je disais tout à l'heure, l'État fait de l'aménagement du territoire, mais c'est de la cohésion sociale. Il y a des régions pauvres, allez, on les aide. Hein, mais il n'y a pas de politique dynamique du territoire. On aménage une carte. Hein, et quand est-ce que les choses changent? Elles changent dans les années 1990. Hein, c'est vraiment là que l'on voit le tournant. Il y a 3 temps. Les systèmes productifs localisés de la DATAR. C'est ce qu'il y a sur la carte.
La DATAR dit, ben voilà, écoutez, on va aider les régions à coopérer, il faut que les gens se forcent au niveau territoire à s'organiser, à se rendre plus forts, créer des dynamiques collectives. Et donc on va labelliser une centaine de systèmes productifs. On ne va pas les faire tous, mais tous les grands noms que j'ai cités tout à l'heure, Cholet, Roanne, Thiers, la vallée de l'Arve, tout ça, ça devient des SPL. Et si on regarde de la région qui vous intéresse, les SPL, non, Corrèze, il n'y en a pas, mais si, il y a comment on appelle ça, la mécanique vallée, c'est-à-dire le sud du département et une partie de Tulle qui est intégrée à l'aérospace de Toulouse. C'est le sud du département qui est concerné. Sinon, près de vous, la porcelaine de Limoges devient SPL, la chaîne graphique devient SPL, etc. Le problème, notez bien que ça, donc, on regarde ce qui existe et on le labellise. C'est pas très neuf, c'est pas très dynamique, c'est statique. Et ça relève en grande partie encore de l'aménagement du territoire. Le vrai tournant, c'est les pôles de compétitivité. Pôles de compétitivité en 2004, c'est là où c'est un élément dynamique parce que là, on impulse. On impulse. Là aussi, on demande au secteur de se faire reconnaître comme tel. Mais on va en créer de nouveaux. On ne va pas intégrer tous les SPL. Je vous signale qu'il n'y a que 23% des SPL qui sont intégrés dans les pôles de compétitivité. Mais on crée donc une soixantaine de pôles de compétitivité et avec l'idée de créer en quelque sorte des pôles dynamiques. C'est l'idée que le territoire doit devenir une force de compétitivité pour l'Europe. C'est plus un élément de défense, c'est une politique agressive. Et donc c'est une véritable rupture par rapport à la politique précédente. Et on les sélectionne sur la base d'un certain nombre de critères. Et ces critères, c'est une rupture parce que c'est plus seulement les PME auxquelles on demande de se fédérer. Il y a des grandes entreprises qui apparaissent. À Limoges, c'est clair, c'est des grandes entreprises. C'est pas seulement donc des PME, des grandes entreprises, c'est aussi des institutions. On leur demande de s'adosser à des laboratoires, à des centres de formation. Par exemple, à Limoges, si on regarde le SPL de Limoges, c'est 200 membres, dont 12 grandes entreprises, 137 PME, 14 centres de recherche, 8 pôles de formation, etc. Et les domaines d'activité, c'est plus du tout le secteur d'ancien. Il y a encore l'art du luxe, mais ça vient en dernière position. Les domaines vers lesquels on doit s'orienter, c'est l'aérospatial, la défense, la santé, l'électronique, l'énergie. Donc là, c'est un élément dynamique. Il y a une vraie rupture aussi en termes de territoire. On peut avoir la deuxième carte, s'il vous plaît. On va avoir à peu près la même carte, mais les territoires, c'est éclaté. C'est plus le petit territoire, c'est la région, voire plusieurs régions. Par exemple, la céramique, le pôle céramique, il est intégré dans un pôle plus large qui est l'aérospace de Toulouse. Donc là, il y a un changement majeur. Et par exemple, des villes comme Roanne, Thiers, tout ça, ça disparaît. Il y a plein de SPL qui disparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à se transformer en pôle de compétitivité. Et enfin, la dernière étape, je suis très fier de rencontrer l'inventeur des territoires d'industrie, c'est vous, monsieur ? Donc en 2018, suite au rapport Gallois, 2012, dont on a parlé hier, on crée de nouveaux territoires. Alors là, c'est vraiment la défense, il faut faire vite. C'est la désindustrialisation rapide. On couvre la France de petits territoires de l'industrie, dans laquelle, effectivement, alors là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on retrouve 16 territoires d'industrie en Nouvelle-Aquitaine, dont Brive, Tulle, Périgord. C'est vous qui avez créé ça, monsieur ? Bravo. Vous allez nous dire ce que ça devient. Vous avez Limoges, Haute-Vienne, autre territoire d'industrie, et Creuse Industrie. Il s'agit là de créer vraiment des lignes de défense. On revient à une sorte de politique d'aide, alors que les SPL et les pôles de compétitivité, c'est l'idée d'aménager l'environnement. On ne fait plus d'aide directe, on aménage. Là, on revient avec l'idée qu'il faut aider véritablement des territoires pour se défendre sur des filières, sur des secteurs très pointus. Alors, la question que je me pose, c'est à quoi ça sert ? À quoi ça a servi sur le plan des industriels locaux, ces transformations, le fait d'appartenir à un SPL, je ne sais pas si vous avez la conscience d'appartenir à un territoire de l'industrie, à un pôle de compétitivité ou à un système productif local, mais qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce que vous avez obtenu de ce genre de création ? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un territoire pour nous, entreprise familiale implantée essentiellement en Corrèze et sur l'ensemble du territoire français ?
Vous avez parlé tout à l'heure d'accélération des échanges et aussi de la compétitivité et de la concurrence. Nous, ce qu'on attend de notre territoire, c'est qu'il soit accessible et qu'on puisse très vite communiquer avec les autres territoires. Parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu aujourd'hui, c'est nous, on a besoin d'aller vendre nos produits, nos services, nos innovations sur des territoires qui ne sont pas, pour nous en l'occurrence, la Corrèze. Et on a besoin d'un territoire qui est connecté par les routes, mais aussi par la communication aujourd'hui Internet, par exemple. C'est un enjeu clé pour nous. Pour qu'on puisse exporter nos produits, pour qu'on puisse aussi importer nos matières premières, et aussi que nos collaborateurs, pour certains qui habitent ici, mais pour d'autres qu'on a besoin de faire venir parce que les compétences ne sont pas présentes sur ce territoire-là, il faut qu'ils puissent retrouver ces réseaux de communication rapide. Et aujourd'hui, nous, on le voit quand on a des collaborateurs à recruter et qu'on ne trouve pas les compétences ici en local, on a des difficultés à faire venir des gens sur notre territoire. Donc l'enjeu pour nous, et ce que doit nous apporter le territoire, c'est des moyens de communication au niveau de la compétitivité qu'on peut avoir. Nous, on est à Tulle, vous l'avez dit, on est entre Limoges et, on va dire, le sud de la Corrèze, qui est sur la Mécanique Vallée. Comment on fait pour sortir de ce territoire-là rapidement? Comment on fait pour aller aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine? Nous, quand on échange avec d'autres sociétés, on échange sur un territoire qui est beaucoup plus large, qui est vraiment la Nouvelle-Aquitaine, avec des entreprises qui sont sur Limoges, mais aussi beaucoup, par exemple, sur Bordeaux. Et c'est un territoire sur lequel on échange beaucoup. Donc voilà, l'enjeu pour nous, vraiment, et ce qu'on attend du territoire, c'est ces moyens de communication. Et puis après, c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, d'origine corrèze. Alors, c'est pas forcément les mêmes notions que les territoires d'industrie, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous regrouper entre nous, de nous connaître entre nous, parce qu'en fait, on se connaît pas non plus. Beaucoup. On a souvent des confrères à nous, d'autres sociétés qui sont pas très loin et qui ont, ce que vous disiez tout à l'heure, 80% du métier qui est similaire au nôtre. Vous parliez de la maintenance, c'est un gros sujet pour nous, parce qu'on a du mal à trouver des collaborateurs qui font de la maintenance. Et aujourd'hui, nos usines, elles ont terriblement changé. Alors, en bien, on avait des gens avant qui faisaient de la mécanique. Aujourd'hui, ils font de l'électronique, ils font de la robotique. On a beaucoup de robots dans nos usines. Et on a besoin de collaborateurs qui travaillent sur ces robots-là. Donc l'enjeu, c'est vraiment de nous connaître entre nous dans notre territoire, parce qu'on a beaucoup de compétences qui sont proches, mais aussi de pouvoir connecter très vite quand on ne les a pas. Donc ça, c'est très, très, très important pour nous. Mais ce que vous sembliez dire tout à l'heure, c'est que, par exemple, vous collaborez avec l'Université de Limoges, vous avez créé des systèmes de formation, mais tout ça, ça s'est fait en dehors, en grande partie, du cadre administratif et politique qui a été imaginé depuis les années 2000. C'est des choses que vous avez fait directement. Et par exemple, l'origine corrèze, c'est quelque chose qui a quelque chose à voir avec les institutions régionales qui ont été... Origine Corrèze, c'est une initiative du département de la Corrèze. Ce qui fait peut-être qu'on crée des initiatives en dehors du cadre, c'est peut-être qu'on n'est pas toujours dans le même timing que le cadre. Nous, en tant qu'entreprise, on a besoin d'aller très vite. Parce que nos concurrents vont très vite, et quand je dis nos concurrents, c'est pas forcément des gens qui sont présents en France, c'est des gens qui sont présents sur d'autres pays européens, et on a besoin d'aller vite. Et des fois, pour aller vite, il faut sortir du cadre. Et le cadre de l'administration française n'est pas toujours le cadre dans lequel on a besoin. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aller vite, et vous parliez de l'Université de Limoges, donc on est une entreprise familiale. Ma sœur, qui est notre responsable recherche, développement et éco-conception, travaille énormément avec l'Université de Limoges. On a créé à Tulle un comité de liaison école-entreprise qui rapproche l'école de l'entreprise. Ça, c'est des initiatives plutôt au niveau entreprise, où l'administration s'associe, je dirais, à nous dès qu'elle le peut. Mais la notion de temps est très importante. Et malheureusement, en France, le temps de l'entreprise n'est pas toujours celui du temps de l'administration, voire souvent très différent. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions à poser ? Alors, je prends deux questions parce que je voudrais juste dire après deux, trois mots de conclusion. Oui, moi, vous m'avez beaucoup intéressé avec les difficultés que vous rencontrez pour recruter en particulier et puis pour circuler, tout ça. Moi, je pose la question, comment
dans un département qui est en train de se désertifier au point de vue service public, nous n'avons plus de poste, le train arrive avec des heures de retard, nous n'avons plus de... les banques disparaissent. Et quand je dis les banques disparaissent, c'est-à-dire je ne dirais pas. Là, on va retirer de l'argent. Bon, bref. Les distributeurs disparaissent, les boîtes aux lettres disparaissent. Comment attirer quelqu'un qui veut venir travailler, qui aurait envie de travailler? Mais vous croyez que on lui offre un avenir plutôt triste, donc il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Il ne pourra pas repartir. Il va mettre des heures pour arriver, et lorsqu'il sera là, il va s'ennuyer. Il ne va pas trouver la crèche qu'il lui faut. Il ne va pas trouver. Donc je crois qu'on ne peut pas lier ça sans parler d'aménagement du territoire. C'est absolument impossible de séparer l'économique du social à côté. Alors, très rapidement, j'ai presque la même question. Y a-t-il des rapports entre ce que vous faites, les SPL, et par exemple les SCOT ou les PLUI, faits au niveau des intercommunalités, et s'il n'y en a pas, pourquoi, et faudrait-il qu'il y en ait? Je ne sais pas, vous voulez répondre? Alors, peut-être pour répondre au premier point, vous avez entièrement raison. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une grosse difficulté pour nous d'avoir des territoires qui vont petit à petit perdre leur service public. Nous, on est installé sur la commune d'Airain. 3 de nos sites sont à Airain. Airain, c'est une commune de 500, 600, 700 habitants. La première commune, c'est Corrèze. Et puis la deuxième, on va dire, principale, c'est Tulle, à un quart d'heure, 20 minutes. On a souvent comme habitude, quand on fait venir des salariés, on les fait venir l'été. C'est toujours un peu plus agréable de les faire venir l'été, ils découvrent. Et après, s'ils restent l'hiver, c'est que là, ils vont rester longtemps chez nous. Parce que c'est un vrai enjeu. Et vous avez raison, faire venir des collaborateurs, l'enjeu, il est aussi au niveau de la famille du collaborateur. Comment on fait pour que, vous avez parlé de crèche, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, donc c'est un vrai sujet pour moi. Comment on fait quand on est une famille pour que ces enfants aillent en crèche ou en école? Et puis, c'est aussi l'emploi du conjoint. Comment on fait pour que le conjoint trouve un emploi quand on vient de notre territoire? Donc c'est pour ça aussi que on s'appuie sur les administrations et le territoire, mais on s'appuie aussi sur nos organisations d'entreprise. Et on échange beaucoup entre entreprises. C'est peut-être la force de nos territoires aussi, c'est qu'on se connaît plus. Je vous disais, on est à la fois implanté, nous, ici en Corrèze, mais aussi, par exemple, à Paris, en Ile-de-France. On a beaucoup de plus d'entreprises qui sont situées juste à côté de notre rue à Paris, et pourtant on se connaît moins. Et en Corrèze, on se connaît très bien. Et quand on cherche un collaborateur, on a souvent tendance à parler aux autres entreprises pour le conjoint du collaborateur. Ça, c'est un vrai enjeu, le conjoint du collaborateur, parce que quand on fait venir quelqu'un, il faut qu'on fasse venir l'ensemble de la famille, si on veut que ça soit une réussite pour tout le monde, pour l'entreprise et pour le collaborateur. Mais c'est vrai que l'attractivité du territoire a des conséquences importantes sur nous, entreprises, pour le développement de nos structures. Ça, c'est un vrai enjeu. Oui, je vais être très rapide. Vous avez abordé tout à l'heure le chef d'entreprise. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, par rapport aux autres pays européens, la taille des entreprises familiales est beaucoup plus petite. Et la réactivité que peut avoir une entreprise, elle est liée à sa structure et à son organisation. C'est pour ça qu'il faut aussi aider les entreprises à grandir, à grossir. Elles prennent beaucoup plus d'indépendance de par la collaboration avec leurs salariés et elles sont capables de réagir beaucoup plus rapidement aux événements qui peuvent se passer. Merci. Merci. Alors, juste 2 mots pour conclure, et en même temps pour répondre à certaines questions. Est-ce que la Corrèze est un district industriel? Non. Est-ce que c'est un territoire de l'industrie? Oui. On n'a pas défini le territoire pendant le colloque. Qu'est-ce que c'est un territoire de l'industrie? Bon, on va faire une réponse à la Émile Durkheim, parce que je sais qu'il y a des sociologues qui aiment bien Émile Durkheim. Le territoire d'industrie, c'est plus que la totalité des firmes industrielles qui sont localisées dessus.
Voilà. Alors donc, on exclut, ce n'est pas une plateforme technologique, la Corrèze. Il y a des firmes qui sont dispersées, mais qui ont des éléments, qui ont des aspirations communes. Ceci dit, une fois qu'on a dit, qu'on n'a pas cité, mais qu'on utilise Durkheim, je voudrais faire quand même l'opposition, et c'est la remarque que j'avais faite à la fin de la première journée. Entre la France et l'Italie, il n'y a rien à voir. Je veux dire, la capacité de ces territoires à se développer, c'est quoi? On n'est pas dans le même domaine. La différence, pourquoi il n'y a pas de district où les districts sont-ils en difficulté en France, et pourquoi les PME, pourquoi on n'arrive pas à avoir des ETI alors qu'en Italie, il y a des PME, il y a des districts. C'est que c'est un pays décentralisé. C'est que les territoires, les firmes, elles vivent en osmose avec leur territoire. Les territoires, c'est des périphéries qui ont résisté à la captation par le pouvoir central de toutes les forces qui pouvaient y contribuer. En France, on n'a pas de collectivité. En France, qu'est-ce qu'on crée? On crée des politiques pour colmater les brèches qui ont été faites. Mais les firmes vivent en quelque sorte, non pas en suspension dans l'air, mais ces institutions qu'on crée, les régions n'existent pas. On a confié la direction, la gouvernance des pôles de compétitivité aux régions, mais ça n'a rien à voir. J'ai discuté hier à l'occasion du cocktail avec notre collègue italien qui était là. Ça n'a rien à voir. Les firmes, elles sont chez elles. Je veux dire, en Italie, en France, elles sont en France. Voilà, merci à tous. Merci. Et alors, j'ai compris qu'il faut un autre grand débat pour vraiment réfléchir et discuter ces questions. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on se rend compte, le temps, on a une approche très différente pour le temps, le chercheur, les gens de l'entreprise et puis les hommes politiques. Et c'est bien dans cette biennale qu'on met tous ces différents acteurs ensemble pour comprendre pourquoi ils ne puissent pas dialoguer et comment dialoguer, qui doit prendre le téléphone d'abord. Donc la prochaine table ronde est très rapidement 15 minutes sur les imaginaires du passé et du futur de l'industrie. Donc merci beaucoup à vous tous.